Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi relatif au dialogue social. Un texte examiné au Sénat en première lecture depuis lundi, un texte porté par l'ancien sénateur ministre du Travail, François Rebsamen. On en parle avec le sénateur centriste Jean-Marc Gabouty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'un amendement qui a été adopté en commission, supprimant la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Alors pourquoi cette suppression ? Alors effectivement, j'ai déposé un amendement. Je crois que sur le principe, il faut cesser de vouloir faire porter à l'entreprise tous les maux et le mal-être de notre société. Le burn-out peut avoir, je n'en nie pas l'existence, mais en général a des origines multiples qui peuvent être dans la vie familiale, dans la vie personnelle, aussi dans la vie professionnelle bien entendu. Et il est excessivement difficile de faire une séparation sur les origines. Et ce ne sont pas des comités médicaux locaux, mais plutôt un examen psychiatrique pratiquement qui déterminerait si la majorité des raisons est d'origine professionnelle ou d'origine personnelle. Donc je pense que le burn-out doit être pris en charge effectivement au niveau sécurité sociale, mais pas forcément à mettre sur le dos de l'entreprise. Mais est-ce que c'est justement pas aussi pour ne pas faire porter le coût financier du burn-out aux entreprises, puisqu'on sait que ça pourrait être à ce moment-là financé par la branche AT-MP, la branche maladie professionnelle, essentiellement financée par les entreprises ? Bien sûr, mais rejeter la responsabilité et le financement sur les entreprises est une solution de facilité. Je crois que dans un pays qui a besoin d'entreprendre, d'initiatives, de dynamisme, ce n'est pas un très bon signe parce que d'une certaine manière, cela dévalorise la notion de travail en pensant que le travail peut être à l'origine de maladies professionnelles. C'est exact et il faut les reconnaître lorsqu'il s'agit d'amiante, lorsqu'il s'agit de certains produits chimiques qui ont d'ailleurs un caractère durable. Le burn-out est un état qui peut être en général que passager. Donc je crois qu'il faut arrêter de charger l'entreprise de ce genre de contraintes. Une autre modification apportée en commission a été adoptée en séance, celle d'un lissage des effets de seuil. Par exemple, justement, l'entreprise va avoir 3 ans pour pouvoir s'adapter au nouveau seuil. Est-ce que justement trop de représentation, ça nuit à la compétitivité de l'entreprise ? Enfin, passer trop vite, en tout cas, à un nouveau stade, ça nuit à la compétitivité d'une entreprise ? Ça peut nuire et ça peut freiner surtout les chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils sont en phase de développement, s'occupent surtout d'un développement commercial, d'un développement au niveau de la production, de l'organisation du travail. Et je pense qu'il faut laisser ce délai pour se mettre. Donc c'est une bonne pour se mettre à jour par rapport aux obligations. Donc c'est une bonne initiative. De même que effectivement la DUP, qui est, je dirais, la représentation jusqu'à 300 salariés par un seul organisme des différentes instances habituelles comme les comités d'entreprise, le CHSCT. Donc je pense que là, il y a un effort de souplesse de la part du gouvernement et donc c'est une initiative que nous approuvons. Mais on a aussi le sentiment que donc il faut que le salarié passe après. Non, le salarié ne passe pas après. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt des salariés, c'est d'avoir des entreprises performantes, des entreprises qui progressent et des entreprises qui embauchent. On se penche peut-être pas suffisamment dans tout ceci sur ceux qui payent le plus fort le prix de la crise et des difficultés, que sont les chômeurs. Lorsqu'on a un travail, je crois qu'il faut aller dans cette direction. Il faut que les salariés, bien entendu, soient représentés, mais il ne faut pas que cette représentation pèse sur le développement des entreprises. Plus sur la philosophie générale de ce projet de loi, finalement, au départ, le gouvernement avait estimé que le dialogue social était une méthode. Ce dialogue social, cette négociation laissée aux partenaires sociaux a échoué, n'a pas abouti à un accord et on laisse ça à la loi. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit problème français en la matière ? Il y a certainement un problème français. Nous avons un problème de représentation et même peut-être de représentativité des partenaires sociaux, comme nous avons le même problème dans le monde politique. C'est-à-dire que l'immense majorité des entreprises, des salariés ou des citoyens ne se sentent pas convenablement représentés par les structures que nous avons en place. Et je crois qu'il faut plus travailler sur la qualité de la représentation que d'élargir le champ de la représentation, sachant que, par exemple, dans les entreprises de 10 à 30 salariés, il y a les 3/4 des entreprises qui n'ont pas de délégué du personnel. Ce n'est pas en élargissant le champ de représentation qu'on va améliorer la situation. Il faut trouver au contraire les moyens que les salariés soient mieux représentés de manière effective, mais ne pas
inventer des outils qui nous paraissent tout à fait inutiles, comme les commissions paritaires interprofessionnelles, régionales Qui ont été donc interprofessionnelles, supprimés, qui étaient présentes à l'article qui ont été 1er. effectivement supprimées, qui ne sont pas du tout adaptées au type d'entreprise que nous avons. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le dialogue social doit se faire en direct. Et puis tout ce qui concerne les problèmes généraux de formation, de grille salariale, d'organisation du travail, doit se traiter au niveau des branches. C'est pas la peine d'inventer, je dirais, un autre dispositif. Certains ont parlé de commission Théodule, de machin même dans l'hémicycle. Moi, j'ai parlé, pas de machin, mais j'ai parlé de commission Théodule, c'est-à-dire que on va créer quelque chose qui va servir à rien surtout. Voilà, c'est pas négatif, mais ça sert à rien. Alors, je crois que dans notre société, il faut supprimer l'ensemble des structures qui sont des structures consultatives, qui peuvent être intéressantes pour ceux qui y participent, mais qui n'ont aucun impact sur la vie réelle, ni des entreprises, ni des salariés. Merci beaucoup Jean-Marc Gabouty d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on va donc prendre la direction de l'hémicycle pour la suite de l'examen de ce projet de loi relatif au dialogue social. À tout à l'heure. Nous passons à l'article 12 avec 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'article 15 rectifié, qui c'est qui le présente? Monsieur Cadic, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cet amendement est similaire à celui proposé précédemment sur l'article 8 hier soir. Il propose de rétablir un élément essentiel de simplification qui a été remis en cause par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et seulement partiellement modifié par la Commission au Sénat, à savoir que les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. Prévoir que les suppléants soient présents à toutes les réunions est de nature à faire exploser le seuil de 50 salariés et à contourner l'objectif de simplification des instances représentatives du personnel porté par le présent projet de loi. L'amendement 169 rectifié qui est identique, qui c'est qui le présente? Il est défendu. Merci Madame la rapporteure. L'amendement 129 rectifié, présenté par Monsieur Riquier. Monsieur le Président, Monsieur, mes chers collègues, bien, si vous permettez, je défendrai les amendements 129 et 130 en même temps, dans le même esprit que nous avons défendu l'amendement à l'article 8. Donc, nous proposons de revenir au texte initial sur la présence des suppléants lors des réunions des institutions représentatives du personnel. Donc, nous pensons que leur laisser la possibilité d'assister aux réunions et d'y avoir une voix consultative ne nous paraît pas opportun. Donc, je le répète, les suppléants sont là pour suppléer. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces 3 amendements? Eh bien, en tant que rapporteur, j'avais souhaité l'avis du gouvernement sur ces amendements, dans la mesure où ces amendements s'inscrivent bien dans l'esprit du texte. Mais contre l'avis du rapporteur, la Commission a émis un avis défavorable sur tous ces amendements qui portent, comme j'avais à l'origine souhaité l'avis du gouvernement et que de toute façon il va le donner, ça permettra de donner la position. Mais je regrette qu'on n'a pas entendu M. Requier parler de rugby ce matin. C'était bien sympathique hier soir. Bon, ne provoquez pas M. Requier, Madame la rapporteure. Donc nous allons demander effectivement, Monsieur le Ministre, de donner l'avis du gouvernement sur ces 4 amendements. Je ne sais pas quelle est la position de M. Requier, mais je suis défavorable à la fusion. Non, ça n'a rien à voir. L'avis est favorable, Madame la rapporteure. Eh bien, l'avis du gouvernement est favorable sur les 4 amendements. Voilà. Défavorable. Oui, défavorable. Favorable. L'avis du gouvernement est favorable sur. J'ai précisé hier, ça vaut pour le comité d'entreprise comme pour les délégués du personnel, que je souhaitais que les suppléants restent des suppléants. Si, merci, Monsieur le Ministre. Deux Laborde qui viennent derrière. Monsieur Requier, pour explication de vote. Je me demande, je vais redire la formule que j'avais prise hier. C'est une formule qui est empruntée au président Albert Ferras, qui était d'Agen, président de la Fédération française de rugby, qui disait « Les présidents président, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent ». Et bien moi je dirais « Et les suppléants suppléent ». Voilà. Merci, mon cher collègue.
de rappeler cette grande phrase d'Albert Ferras. Donc, je vais mettre aux voix les amendements. L'amendement 15 rectifié et l'amendement 269 rectifié qui est identique. Avis défavorable de la Commission et avis favorable du gouvernement. Monsieur Cadic, vous souhaitez intervenir? Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Cadic. Merci. Pour remercier Monsieur le ministre de son soutien et que j'apprécie particulièrement aujourd'hui. Merci. Merci, mon cher collègue. Donc, je remets aux voix, je mets aux voix l'amendement 15 rectifié et l'amendement identique 169 rectifié. Avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. L'amendement 169 rectifié est adopté au prix? Oui, bien entendu. Voilà, je vous remercie. Nous passons à l'amendement 311. Madame la rapporteure. Les deux amendements qui suivent, 311 et 312, sont des amendements de précision ou des erreurs de référence. Merci. L'avis favorable du gouvernement. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 311 avec deux avis, avec l'avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Amendement 312, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Et nous arrivons à 11 amendements en discussion commune, qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 289 rectifié quater, qui est présenté par... Il n'est pas soutenu. Nous passons à l'amendement 228 rectifié qui est présenté par Monsieur Sousineau. Vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons, nous, une opposition de fond quant au recours à la visioconférence s'agissant des instances représentatives du personnel. Comme l'a rappelé Dominique Vatrin dans son intervention générale, ce n'est pas un refus, évidemment, des évolutions technologiques que nous utilisons tous ici et du numérique, mais sur les conséquences que porterait la mise en place de la visioconférence. En effet, les réunions présentielles sont à la base pour un échange de qualité entre les représentants des salariés des différents sites et la direction de l'entreprise. Ouvrir cette possibilité à la seule discrétion de l'employeur, en quelque sorte, est une négation du dialogue social doublée de la volonté, évidemment, derrière, de rationaliser les coûts de déplacement des représentants des salariés. Le recours à la visioconférence doit donc être limité aux circonstances tout à fait exceptionnelles. Tel est le sens de notre amendement. Merci. Merci, mon cher collègue. L'amendement 230. Vous avez... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans la suite de ce que vient de dire mon collègue Bozino, cette défense d'ailleurs vaudra également pour l'amendement suivant, l'amendement 230. C'est un amendement qui vise donc toujours effectivement à limiter le recours à la visioconférence dans l'ensemble des instances où siègent les représentants du personnel. Conformément d'ailleurs à la jurisprudence actuelle, l'accord unanime des élus est indispensable pour la mise en place de la visioconférence. La Cour de cassation a reconnu que l'organisation d'une réunion du comité d'entreprise par visioconférence nécessite de réunir au moins 3 conditions. La première, qu'aucun des participants n'ait formulé d'observation, manifesté un refus quant à la réunion par visioconférence. En second lieu, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquent pas un vote à bulletin secret. Et enfin, qu'il n'y ait aucun vote donc à bulletin secret. Si ces conditions sont réunies, l'utilisation de la visioconférence n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité d'entreprise. Et nous demandons donc, à minima, de respecter le droit actuel et donc conditionner le recours à la visioconférence à l'accord unanime des élus et à tout le moins à la majorité des élus. Et c'est le sens donc de ces deux amendements. Merci, mon cher collègue. Amendement 290 rectifié quater. Qui le présente? Monsieur Pierre, Jacques Pierre, vous êtes signataire?
Il est défendu? Il est défendu. Nous passons au 293 rectifié quater. Oui, quater. Il est défendu également, monsieur Pierre? Et il est défendu. 291 rectifié quater. Même situation. Il est défendu. 292 rectifié quater. Même sort. Bien entendu. Et même chose pour le 294 rectifié quater. Et le 295 rectifié quater. Vous avez fait fort, monsieur Pierre. Même chose pour le 296 rectifié. Bien. À la suite de cette présentation, nous allons demander quel est l'avis de la Commission à Madame la rapporteure. On va commencer par le 228 rectifié, Madame la rapporteure. Oui. Alors, tous ces amendements concernent la visioconférence. Sur la visioconférence, nous avons là aussi dans les auditions entendu les partenaires sociaux du côté du patronat ou du côté des syndicats. C'est vrai que ça va un petit peu bouleverser, mais globalement, ça va améliorer les choses. Et les syndicats nous ont dit que ça rentrerait progressivement dans les mœurs et qu'effectivement, ça pouvait faire gagner du temps. En tout cas, je n'y ai pas vu, je n'ai pas entendu, à défaut de voir, d'opposition sur la visioconférence. Donc, l'amendement numéro 228 limite le recours à des circonstances exceptionnelles. Donc, je ne sais pas ce que c'est que les circonstances exceptionnelles, si c'est la neige, le verglas ou les choses comme ça, mais je pense que la visioconférence, ça s'organise en amont et qu'effectivement, on ne peut pas dire on va attendre la météo ou on va attendre la jambe cassée de quelqu'un pour décider de la visioconférence. Donc, avis défavorable. L'amendement 230 qui conditionne du groupe CRC qui conditionne le recours à un accord majoritaire. À mon avis, la précision demandée dans cet amendement est inopérante, tout en étant satisfaite. En effet, ce n'est pas un accord collectif de droit commun avec les règles de validité de 30% et son droit d'opposition de 50% qui permettra le recours à la visioconférence, mais un accord entre l'employeur et les membres de l'IRP concernés. L'Institut représentait des personnels, pour ceux qui sont moins au fait de nos initiales. Ce sera donc bien la majorité des membres de l'IRP qui devra y être favorable. Et ces élus représenteront mécaniquement la majorité des suffrages exprimés, donc demande de retrait ou avis défavorable. Puis toute la série d'amendements présentés déposés en tout cas par Monsieur Lemoine sur la visioconférence pour le comité central, pour le comité de groupe, pour le comité d'entreprise européen, pour le comité de société européenne, pour plusieurs institutions représentatives du personnel simultanément, l'agence UO 294, pour le CHSCT, c'est pas grave, c'est tombé. Sur le 296, l'instance de coordination du CHSCT, c'est un avis défavorable parce qu'on ne peut pas non plus imposer la visioconférence, j'espère que j'en ai pas oublié, la visioconférence à toutes les instances. Merci Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Monsieur le Président. Sur tous ces amendements, je les cite encore pour des raisons qui sont différentes, des fois même diamétralement opposées, que ce soit le 228 rectifié, 230, 229, 230, 290 rectifié, 293 rectifié, 291 rectifié, 292 rectifié, 294 rectifié, 95 rectifié, 96 rectifié, 200. J'ai exactement le même avis que la Commission et l'avis c'est défavorable. Merci Monsieur le ministre. Donc je vais mettre aux voix ces amendements, commençant par l'amendement 228 rectifié qui a... Pardon
Monsieur Lenoir. Ah, je ne vous avais pas vu, Monsieur Lenoir. Merci, Monsieur le Président, d'avoir regardé dans ma direction. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette question est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a des instances représentant les personnels qui sont sur des zones géographiques parfois très éloignées. Comment voulez-vous que le dialogue puisse se maintenir si on oblige les personnes à venir? Bon, bien entendu, c'est toujours physiquement possible. Là, nous avons des dispositifs qui permettent aux personnes de se voir et de se parler. Nous sommes en 2015. Est-ce qu'il n'est pas quand même possible de recourir à ces technologies pour faciliter le contact direct et pour accélérer les procédures? Parce que derrière, il y a ça. Il y a la possibilité que les gens puissent parler dans des délais très courts par rapport aux questions qui sont posées. Donc, je souhaite ardemment, et là je défends un amendement qui n'a pas été soutenu, mais je regrette qu'il ne l'ait pas été, peut-être peut-on malgré tout en parler, c'est le 289 rectifié qui est très simple. L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'entreprise. Qui peut s'y opposer? Vraiment, je me pose la question. Merci, mon cher collègue. Monsieur Jacqui-Pierre, vous avez la parole. Moi aussi, je prends la parole pour défendre ces amendements parce que aujourd'hui, ce n'est pas la peine de disposer de technologies suffisamment avancées pour améliorer la productivité de nos entreprises et faire en sorte que le temps libre profite aussi bien aux employés qu'aux patrons. Je crois qu'on a tort aujourd'hui de refuser une telle avancée. Moi, je pense que je suis absolument pour la vidéoconférence qui peut apporter de grands nombres de services, gagner des kilomètres de déplacement pour les autres, du CO2, etc. Si on vote contre ça, on vote vraiment contre l'intérêt national. Bien. Alors, Madame le rapporteur, l'amendement 289, je m'excuse de rectifier. Je voudrais simplement préciser à mes collègues que la visioconférence, elle est prévue dans le texte. Entre prévoir la visioconférence pour laquelle nos collègues du groupe CRC veulent la supprimer, et elle est déjà prévue l'imposer à toutes les réunions alors qu'il y a des nécessités d'équipement et d'instance et qu'il faut un accord de toutes les façons, il y a une nuance. On n'est pas, ce texte justement introduit avec la visioconférence quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent vous savez très bien que la visioconférence, ça ne s'improvise pas non plus, ni en équipement, ni comment apprendre à se parler, etc. Le texte institue la visioconférence. Je ne crois pas non plus qu'on puisse l'imposer à toutes les entreprises. Certaines ne le voudront pas. Merci. Monsieur Boccineau pour... Oui, il me semble que sur cette question, il ne faut ni dramatiser, ni simplifier à l'excès les positions des uns et des autres. Nous n'avons pas dit que nous étions contre la visioconférence. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il est possible de le faire avec un accord majoritaire, dans des circonstances exceptionnelles, parce qu'en même temps, il est nécessaire que les représentants du personnel, qui sont sur différents sites, puissent effectivement se rencontrer lors de la réunion des instances représentatives du personnel. D'autant que, comme l'a dit Christian Favier, lorsqu'il y a un vote qui est organisé à bulletin secret, de toute façon, et ça arrive quand même régulièrement dans les instances représentatives du personnel, eh bien, il faut être effectivement physiquement présent. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les nouvelles technologies. Il y a effectivement des moments dans les rapports entre la direction et les représentants du personnel où il peut y avoir visioconférence parce qu'il n'y a pas de nécessité que tout le monde soit au même endroit au même moment. Ça, il n'y a pas de difficulté, on peut le faire. Et puis il y a d'autres moments où, et c'est le cas aujourd'hui, il y a des réunions mensuelles, il y a des réunions trimestrielles qui nécessitent que l'ensemble des représentants du personnel soient réunis au même endroit, au même lieu. Il y a besoin, c'est aussi ce qui leur permet de se rencontrer parce qu'autrement, la direction d'entreprise, elle ne finance pas les rencontres entre les représentants du personnel de différents sites en dehors des instances représentatives du personnel. Merci, mon cher collègue. Madame de Roumédy,
Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les amendements que nous proposons, enfin qui sont proposés, indiquent très clairement peut recourir à la visioconférence et non pas doit concourir. Donc c'est très clair là-dessus. On ne dit pas qu'il faut l'imposer, on dit qu'on peut recourir. Ce sont des économies d'énergie, ce sont des économies d'argent et il faut absolument profiter de ces moyens nouveaux qui sont à notre disposition. Merci. Pas d'autres interventions? Donc je vais mettre Madame la rapporteure, vous avez la parole. Mais c'est prévu dans le texte. Simplement, il est prévu dans le texte qu'il puisse avoir au minimum et au moins 3 réunions, et on peut en faire plus s'il y a un accord. Les amendements, je pense que dans le dépôt des amendements et sur chacune de ces instances, à l'origine, on a voulu justement bien montrer que la visioconférence était un point d'avenir, puisqu'un certain nombre et d'entreprises et de syndicats se disent on va y aller doucement. Mais je ne crois pas qu'en l'imposant et en disant dans chacune de ces instances, ce soit la meilleure solution pour que la visioconférence puisse s'imposer. C'est en outre, par rapport à beaucoup d'enjeux du texte, un enjeu un peu mineur, puisque l'important c'est que la visioconférence demeure bien dans le texte et non pas qu'elle soit supprimée. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, donc on a finalement deux amendements qui s'opposent, mais qui en réalité peuvent être analysés de la manière suivante. Et je partage tout à fait l'analyse qui a été faite par Madame la rapporteure. Ça ne peut pas être uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Ça ne peut pas être uniquement dans des circonstances exceptionnelles, même si vous le dites, c'est par accord. Ça ne peut pas être que dans des circonstances exceptionnelles. Et ça ne peut pas être tout le temps, parce qu'il faut aussi donner l'habitude, c'est un texte d'équilibre, aux partenaires sociaux. Donc c'est par accord, je le redis par exemple, quelle que soit l'instance visée, le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. Et en l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions. On commence, il faut le développer, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, il n'y en a pas partout, ça a été fort bien dit, il y a des chefs d'entreprise qui n'en veulent pas plus que d'autres, enfin bon, donc ça se déploie, ça ne peut pas être systématique, ça ne peut pas être pour des raisons exceptionnelles, donc le texte il est en équilibre là-dessus, et d'ailleurs quand on a rencontré et les organisations patronales et les organisations syndicales, c'est-à-dire les partenaires sociaux, quand on rencontre les partenaires sociaux, eh bien, ils nous disent que c'est une position d'équilibre qui est juste. Donc voilà. Dans le texte, dans l'amendement de M. Lemoine, il y a marqué l'employeur. Ça ne peut pas non plus être à la discrétion de l'employeur, c'est par accord. Donc voilà, donc c'est une avancée. On peut trouver qu'elle n'est pas suffisante, on peut trouver qu'elle est trop grande, mais il faut justement faire des avancées. Et donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix cette série d'amendements. Nous allons commencer, qui ont tous 2 avis défavorables. Nous allons commencer par le 228 rectifié, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Amendement 230, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Même vote pour le 229. Même vote. Amendement 290 rectifié quater, qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, qui est contre. Il n'est pas adopté. Il est adopté. Adopté. L'amendement est adopté. Amendement 293 rectifié quater. Qui est pour ou même vote? On fait voter. Qui est pour? C'est un peu différent quand même. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
291 rectifié quater. Qui est pour? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Qui est contre? Il n'est pas adopté. 292 rectifié quater. Même vote? Mais, non? Bon. On compte. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 249 rectifié quater. On recompte. Qui est pour? « 294 rectifié quater, Monsieur Lenoir. Suivez vos fiches, Monsieur Lenoir. Ah, alors j'avais fait une erreur. Je m'en excuse auprès de vous. Je rétablis la pleine lumière. Alors, qui est pour? Qui est contre? Bon, là, il y a un doute, donc on va faire lever debout. Je m'en excuse auprès de vous, mais voilà. Donc, que ceux qui sont pour se lèvent. Et il y en a un peu plus quand on se lève. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 295 rectifié quater. Qui est pour? Même vote. Hein? Bon, même vote. Je vous remercie. Et le 296 rectifié quater, même vote aussi. Je vous remercie, mes chers collègues. Nous passons à l'amendement 313, présenté par Madame Procaccia au nom de la Commission. Rédactionnel. Ah ben non. Monsieur le ministre, l'avis? Favorable. Donc 2 avis défavorables pour cet amendement 313. 2 avis. Favorable. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. C'est ce que j'ai dit. Alors j'étais trop vite, mais j'ai bien dit favorable, monsieur le ministre. Donc 2 avis favorables. Qui est favorable? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Et nous passons à l'article 12. Qui est pour l'article 12? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 12 est adopté. Après l'article 12, un amendement 57 rectifié bis qui est présenté par Madame Melot. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 dispose que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s'applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique. Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, consécutivement aux accords dits de Bercy du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives en charge des questions d'intérêt collectif au sein de la fonction publique, n'ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d'entreprise dans le secteur privé. Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation,
À leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique. C'est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l'État pourraient être rapprochées de celles relatives aux comités d'entreprise dans le secteur privé. À cette fin, il pourrait être envisagé d'instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d'ajuster le nombre d'élus au comité technique, d'introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d'information et de consultation des comités techniques. Tel est l'objet du présent amendement. Ma chère collègue, quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Eh bien, cet amendement n'a rien à voir avec le texte, donc je demande le retrait. Monsieur le ministre, hors sujet, retrait. Que faites-vous, ma chère collègue? Monsieur le Président, bon, j'ai conscience qu'il ne s'agit peut-être pas d'un texte qui permettrait de modifier le dialogue social dans la fonction publique. Et pourtant, il s'agit, par cet amendement, de renforcer les comités techniques dans la dite fonction publique. Et bon, je trouve qu'il aurait pu trouver sa place dans ce texte. Ceci étant, je vais le retirer. Nous passons au chapitre 4 de Un dialogue social plus stratégique pour les entreprises. Et avant l'article additionnel 13, nous avons un amendement, le 150 rectifié bis, qui est présenté par Madame Gruny. Oui, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Afin de régler le problème du délai d'information préalable des salariés, introduit par la loi relative à l'économie sociale et solidaire, et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d'entreprise, le présent amendement propose de limiter le délai d'information préalable des salariés au seul cas de cessation d'activité du fait de l'absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l'intention initiale du législateur contenue dans l'exposé des motifs de la loi Hamon. Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre 10 du titre 3 du livre 2 du Code de commerce, qui concerne les cessions de participation ou de parts sociaux majoritaires, devient sans objet. Il en est de même de l'article 18 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Et avis de la commission, madame la rapporteure. Pas de micro. Ouais, le rapporteur partage l'analyse qui est faite par madame Grunier et par cet amendement. Mais il n'a pas sa place dans ce texte de loi, puisqu'il parle du Code du commerce. Il ne concerne absolument pas les institutions représentatives du personnel qui sont dans ce chapitre et dans cette loi. Le débat est ouvert aussi à l'article 55 bis du projet de loi Macron. Je demande un retrait, sinon avis défavorable, parce que on ne peut pas l'insérer dans ce texte. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? J'en connais l'intention, on peut la comprendre, mais je partage l'avis de madame la rapporteure et j'ajoute que si on regarde bien, cet amendement a déjà obtenu réponse dans le cadre du plan TPE-PME qui a été présenté par le Premier ministre le 9 juin. Merci, Monsieur le ministre. Madame Gruny. Pour l'instant, ce n'est pas voté, c'est une présentation du plan. Donc c'est la raison pour laquelle je soumettais l'amendement. Et moi, je ne souhaite pas le retirer. Parce que franchement, ça pose des difficultés dans beaucoup d'entreprises. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cessions d'entreprises actuellement. Et sincèrement, il y a des problèmes de confidentialité. Donc c'est assez essentiel en fait d'avoir ça dans notre juridiction. Donc moi, je le maintiens. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 154 rectifié bis, qui a deux avis défavorables du gouvernement et de la commission, qui est pour. Qui est contre.
Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 13 avec une demande de parole sur l'article de M. Dominique Vatrin. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, si de manière générale, le présent projet de loi prévoit de réduire assez sensiblement les pouvoirs des instances représentatives du personnel, il prévoit cependant une information sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi et du crédit d'impôt recherche. Qu'il y ait nécessité d'en savoir plus, entreprise par entreprise, sur la réalité de l'affectation des sommes recouvrées par les entreprises au titre de ces deux crédits d'impôt est effectivement un enjeu important du dialogue social. Le crédit d'impôt recherche, dont on se souviendra, non sans quelque amusement rétrospectif, mes chers collègues, puisqu'il a fait l'objet d'une commission d'enquête, vous le savez, dont le rapport n'a pu être adopté, victime de l'opposition conjuguée des sénateurs du groupe des Républicains, de l'UDI et même de quelques élus du groupe socialiste. Eh bien, cela constitue un enjeu clé avec un montant de près de 6 milliards d'euros qui représente tout de même le 10e du produit en 2014 de l'impôt sur les sociétés. Pour ce qui est du crédit d'impôt compétitivité emploi, les sommes en jeu sont encore plus importantes et si importantes d'ailleurs que le ministre de l'économie, M. Macron, proposait désormais de le remplacer par une réduction équivalente des cotisations sociales des entreprises. Mais avec quelle compensation pour la sécurité sociale, on ne sait pas. Et donc, que les comités d'entreprise regardent ce que celles-ci font de ces cadeaux fiscaux devrait être de bon sens, tout simplement, pour des parlementaires attachés, je l'espère, à la bonne allocation de la dépense publique. Qui plus est, s'agissant de mesures qui n'ont pour le moment pas atteint les objectifs qui avaient été fixés et qui donc méritent un examen attentif. Donc, donnons sa chance au contrôle dans les entreprises de l'utilisation des crédits d'impôt, réfléchissons singulièrement en permettant d'éventuels recours de la puissance publique pour perception indue d'être publics détournés de leur objet initial. Voilà ce que nous aurions voulu présenter, mais notre amendement, je rappelle, a été invalidé au titre de l'article 40 qui souhaitait renforcer les pouvoirs du comité d'entreprise en termes de recours, notamment au comité de suivi des différents avantages fiscaux. Eh bien, nous le regrettons, d'autant que nous constatons régulièrement que d'autres amendements qui constituent des charges, eux, ne sont pas retoqués au titre de cet article 40. Il y a donc des positions à géométrie variable de la part de la Commission des finances. Et sur le fond, l'objet de cet amendement que nous aurions voulu défendre, c'était de donner non seulement un pouvoir d'information aux instances représentatives du personnel, mais aussi des pouvoirs à ces instances pour demander un contrôle de l'utilisation des fonds publics au titre d'un rapport qu'ils auraient pu transmettre au pouvoir public. Bien, nous regrettons que le texte qui nous est proposé ici n'aille pas assez loin, se contente d'une simple information. Mon cher collègue, l'amendement 231, Madame David, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 13 remet en cause les droits des salariés à participer aux prises de décision au sein de l'entreprise à plusieurs titres. Tout d'abord, en regroupant les informations et consultations annuelles du comité d'entreprise en 3 axes thématiques, cet article fait disparaître des précisions utiles que comportait la législation jusqu'ici. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le rapport de situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, que le projet de loi réduit à des informations et des indicateurs chiffrés. C'est également vrai en ce qui concerne l'utilisation par l'employeur des sommes perçues au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi. Jusqu'à maintenant, le CE pouvait demander des explications à l'employeur et élaborer un rapport spécifique. Ces précisions disparaissent
et seul l'avis du CE sur l'utilisation du CICE sera transmis aux organes dirigeants de l'entreprise. Enfin, en permettant à un accord d'entreprise conclu, je le rappelle, par 30% des représentants du personnel de fixer les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations, le risque est fort de voir réduit à peau de chagrin le nombre de ces consultations. Enfin, ce n'est pas en fixant un minimum de nombre de réunions annuelles du CE à 6 qui permettra véritablement de garantir les droits des représentantes et représentants des salariés à être entendus et à participer aux décisions des entreprises. Pour toutes ces raisons, nous demandons par cet amendement la suppression de cet article 13 qui, en l'état, n'apporte aucun droit nouveau pour les représentantes et les représentants du personnel dans les entreprises, mais au contraire constitue un recul du dialogue social. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure ? Pour mes collègues qui ne sont pas de la Commission des affaires sociales, je veux simplement préciser que l'article 13 est un article très technique, sur lequel j'ai beaucoup souffert, je dois dire, à titre personnel. Cet article rationalise les 17 procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise, qui sont désormais regroupées en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, les conditions de travail et d'emploi. Un accord collectif d'entreprise peut toutefois déroger sous condition aux modalités de consultation récurrentes du comité. Quand Madame David, pourtant je ne connais qu'elle, et le groupe CRC propose de supprimer cet article, il pense que la rationalisation des instances doit se faire à droit constant, et sauf quelques mesures à la marge qui seraient désuètes. Or, la rationalisation, il faut bien s'attaquer à un certain nombre de choses si on veut rationaliser, et donc je ne crois pas qu'on aboutirait à une simplification si on supprimait cette possibilité de regrouper les procédures, les 17 procédures d'information et de consultation. La Commission a émis un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Merci, Monsieur le Président. Mais je veux dire d'abord que je considère qu'il s'agit d'introduire à travers cet article un vrai progrès pour le dialogue social, parce qu'il s'agit d'associer beaucoup plus étroitement le comité d'entreprise à la prise de décision. Et la multiplication des obligations qui se faisaient des fois sans réelle cohérence, l'éclatement des informations, la rigidité des règles dont on a parlé hier, nuisent aujourd'hui incontestablement à la qualité du dialogue social. Et donc c'est un constat qui a été largement partagé par les partenaires sociaux. Et donc l'idée, c'est de redonner du sens et de recentrer sur ce qui est stratégique. Je crois qu'il s'agit des alinéas, que je ne dise pas de bêtises, 15, 16 et 17, 3 grands blocs. Le premier concerne les orientations stratégiques d'entreprise, deuxième, la situation économique et financière de l'entreprise, et troisièmement, la politique sociale de l'entreprise et bien sûr les conditions de travail et l'emploi. On voit bien qu'il s'agit là de choses essentielles et il vaut mieux que les partenaires sociaux consacrent leur temps à débattre de ces orientations stratégiques en rendant ainsi le dialogue social plus intéressant, on va dire les choses comme ça. Peut-être de nature à susciter des vocations, c'est ce que nous souhaitons en tous les cas. En tous les cas, voilà, donc il ne peut pas supprimer cet article, c'est un élément important de ce texte de loi. C'est la simplification, la rationalisation, l'efficacité du dialogue social qui est visé à travers. J'aurai l'occasion de répondre s'agissant du rapport de situation comparée, qui est repris intégralement et que l'on retrouve intégralement repris, c'est le support qui change, il faudrait le dire ici, et donc on aura dans la base de données unique ou la base de données économiques et sociales, qui était prévue d'ailleurs dans l'ANI de 2013, tous les items du rapport de situation comparée qui sera repris, et il y aura aussi les éléments de diagnostic et d'analyse, et je le rappelle, y compris la pénalisation financière, 1%, si jamais il n'y a pas un engagement unilatéral de l'employeur de s'engager à améliorer la situation de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, sur l'avis de suppression de l'article, bien évidemment, avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Madame David, pour explication de vote.
Oui, merci, Monsieur le Président. En effet, 3 axes thématiques dans ces nouvelles consultations qui devraient favoriser le dialogue social, dites-vous, Monsieur le Ministre, mais en réalité, on parle beaucoup de rationalisation, on parle beaucoup de nouveaux droits pour les IRP dans les entreprises et notamment pour le dialogue social, mais qu'est-ce que ça va amener en réalité de plus ? Ces nouvelles consultations seront beaucoup moins précises. Les représentants du personnel qui siégeront dans ces instances auront beaucoup moins de possibilités pour demander à l'entreprise de rendre des comptes lorsqu'il y a des choses qui leur semblent ne pas aller dans le bon sens. On parle, parce que j'en ai parlé, donc vous me répondez, je vous en remercie, Monsieur le Ministre, de la situation comparée des hommes et des femmes, mais il n'y a pas que ce rapport-là qui va disparaître. Mon collègue Dominique Vatrin en a parlé sur l'utilisation du CICE, par exemple, le crédit impôt compétitivité emploi. Aujourd'hui, dans les comités d'entreprise, les salariés, les représentants du personnel pouvaient demander des informations complémentaires à l'entreprise si toutefois ces représentants du personnel jugeaient que l'utilisation du CICE ne correspondait pas à ce qu'il aurait dû être. Demain, il n'y aura plus aucune possibilité pour les membres du comité d'entreprise d'avoir des explications sur ces sujets-là. Donc, vous regroupez en 3 grands thèmes, en 3 grandes orientations, enfin 3 axes thématiques, les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise ou la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Mais par exemple, dans ce dernier axe, il y a quand même beaucoup de sujets très très denses. Il y a l'emploi, il y a la formation, il y a la qualification, il y a le temps de travail, l'égalité professionnelle, le droit d'expression. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui auparavant étaient l'objet de réunions spécifiques et qui permettaient aux représentants du personnel de s'assurer que dans l'entreprise, les droits des salariés étaient effectivement respectés. Alors c'est sûr, le dialogue social et la démocratie sociale a un coût, a une organisation. Et voilà, donc en fait, ce que vous souhaitez faire par cette réforme du dialogue social, ce n'est pas en réalité de permettre aux salariés d'être mieux entendus dans l'entreprise, mais c'est de faire coûter moins cher le dialogue social. Donc voilà, donc je pense que votre réponse elle est claire, Madame la rapporteure aussi, rationalisation, simplification, mais en réalité, il n'est jamais question de droits nouveaux pour les salariés. C'est pourtant ce qu'on pouvait attendre de votre gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, ma chère collègue. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 231 qui a 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 232. Monsieur Boussineau. Oui, dans le droit fil, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, de ce que vient de dire Annie David, on parle du dialogue social. Or, les alinéas 6 et 7 suppriment l'obligation pour l'employeur de soumettre les projets d'accord collectif ainsi que leur révision ou leur dénonciation à l'avis du comité d'entreprise. Ce n'est pas du dialogue social. Une jurisprudence constante oblige, au contraire, les employeurs à soumettre les projets d'accord collectif ainsi que leur révision ou leur dénonciation à l'avis du comité d'entreprise. Et c'est une bonne chose parce que ça a du sens. Les compétences des élus du comité d'entreprise ne sont pas les mêmes que celles des négociateurs, puisque les négociateurs sont les représentants des organisations syndicales. Certains parlent de partenaires sociaux, les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Ce n'est pas la même chose. Les accords peuvent avoir un impact sur la vie économique de l'entreprise qui n'est pas négligeable, et donc c'est plutôt, y compris dans le sens de l'intérêt de l'entreprise, que de faire en sorte que le comité d'entreprise puisse se prononcer sur ces accords collectifs, sur leur révision ou sur leur dénonciation. Il s'agit de donner aux élus d'avoir une meilleure connaissance des accords qui sont signés dans l'entreprise et qui concernent la vie de l'entreprise. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? L'alinéa 7 que vous évoquez prévoit que les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l'avis du comité d'entreprise.
Il s'agit d'une mesure de simplification et de souplesse pour l'employeur. D'un côté, vous avez le CE, qui est chargé d'assurer l'expression collective des salariés et qui leur permet la prise en compte de leurs intérêts, et à travers notamment la consultation récurrente ou ponctuelle, et de l'autre côté, le délégué syndical, qui est chargé de négocier les accords avec l'employeur. Et c'est bien précisé à l'article 14 du projet de loi. Ce sont deux institutions distinctes, même si c'est vrai, souvent le DS est membre du CE, mais ce n'est pas forcément le cas. L'avis est défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Même avis, même position. Merci. Pardon? On m'avait coupé le micro, voyez-vous. Oui. Donc, je recommence. Je vais mettre aux voix l'amendement 232 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement 16 rectifié. Monsieur Cabouty, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut d'1 mois, la possibilité étant donnée à l'employeur de négocier des délais différents avec le comité d'entreprise sans aller en deçà de 15 jours. Le présent projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d'une autre instance, et donc cet amendement propose de supprimer l'alinéa 11 afin de réserver, comme aujourd'hui, au seul comité d'entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement. L'amendement 170 rectifié. Madame Lamure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut qui est d'1 mois, la possibilité étant donnée à l'employeur de négocier des délais différents avec le comité d'entreprise sans pour autant aller en deçà de 15 jours. Le projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d'une autre instance. Et cet amendement propose donc de réserver, comme aujourd'hui, au seul comité d'entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement. L'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques, Madame la rapporteure. Ces deux amendements sont des amendements par rapport au texte du gouvernement, mais pas par rapport, enfin, qui ne correspondent pas au texte de la Commission. Puisque la Commission a mis en place un dispositif différent, que nous avons supprimé la priorité de l'accord collectif sur l'accord signé avec les élus de CE et que nous avons placé à égalité ces deux accords. C'est la raison pour laquelle le projet de loi qui prévoit justement cet accord atypique ne doit pas être, en tout cas dans la formulation retenue par la Commission, remise en cause. Nous ne voulons pas, en plus, contribuer une nouvelle fois à l'instabilité législative. Comme je l'ai déjà dit hier, l'ANI, c'est 2013 et il s'applique tout juste depuis quelques mois. Nous avons conservé dans le texte de la Commission la possibilité qu'il y ait un accord collectif signé avec le DS pour fixer des délais des avis du comité d'entreprise, mais sur un pied d'égalité avec l'accord atypique. Donc les deux amendements reviennent sur ces accords atypiques et sur le texte et l'équilibre que nous avions trouvé en commission. C'est pourquoi je demanderai aux deux auteurs de ces amendements soit de les retirer, soit j'émettrai un avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Exactement. Merci, Monsieur le Président. C'est pas exactement pour le même argumentaire que je vais émettre un avis défavorable, puisqu'il y a le texte de la Commission. Or, je crois que les amendements visaient le texte du gouvernement. Depuis, il y a eu le texte de la Commission, et donc moi, puisque ça modifie le texte du gouvernement, le texte du projet de loi,
j'y suis opposé. C'est vrai que la loi sur la sécurisation de l'emploi, c'est pas moi qui dirais le contraire, ça a été rappelé, prévoyait que les accords sur les délais, on est bien sur les délais de consultation du comité d'entreprise étaient conclus entre employeurs et comité, mais le projet de loi du gouvernement, celui qu'on a présenté, introduit un nouveau cadre qui permet un accord entre employeurs et organisations syndicales qui porte plus largement, ça ouvre le cadre aux réunions, aux informations et aux consultations du comité d'entreprise. Donc il y a la même logique que celle que j'avais évoquée tout à l'heure dans l'amendement qui était présenté par le groupe communiste. Donc il y a une logique cohérente, on regroupe et en même temps on donne la possibilité d'avoir un accord plus large sur les réunions, etc. Donc ça n'aurait pas de sens de ne pas inclure dans ce cadre des accords sur les délais eux-mêmes. Ce que le gouvernement souhaite, ce sont des vrais accords. En réalité, on pourrait dire que ce sont des accords de méthode, sur le fonctionnement du comité d'entreprise. Et donc, ça doit se faire, puisque c'est un accord de méthode sur le fonctionnement du comité d'entreprise, ça doit se faire dans le cadre normal du dialogue social, c'est-à-dire avec les organisations syndicales. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, vous êtes sollicité pour retirer votre amendement par Madame la rapporteure. Que faites-vous, Monsieur Gabouty, par rapport à l'amendement Vous le retirez, Madame Lamure, pour votre amendement 70 rectifié? Monsieur le Président, je comprends bien la position de la Commission, mais néanmoins, cet amendement a été co-signé par plus d'une centaine de collègues. Je serais un peu gênée de le retirer. Bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 170 rectifié qui fait l'objet d'une demande de retrait ou à défaut d'un avis défavorable de la Commission ainsi qu'un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 233 qui est présenté par M. Favier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ces alinéas 18 à 22 de l'article 13 permettent de décider par accord collectif du fonctionnement du comité d'entreprise, notamment les modalités de consultation récurrentes, la liste et le contenu de certaines informations récurrentes, le nombre de réunions annuelles, les délais pour rendre ses avis, etc. Sur le principe, il est problématique que les délégués syndicaux représentant 30% des suffrages puissent décider du fonctionnement d'une autre institution représentative du personnel, le comité d'entreprise. Cette mise sous tutelle du comité d'entreprise est contraire à l'indépendance et à l'autonomie que nous revendiquons pour chacune des instances. D'autre part, cela signifie que, par accord, les droits du comité d'entreprise peuvent être amoindris par rapport à ce que la loi prévoit. Certains droits ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'arrangements conventionnels, et c'est le cas de ceux-là, car ils conditionnent les autres. La loi doit donc fixer un plancher. On ne peut pas renvoyer la définition de l'architecture des institutions représentatives du personnel et de leurs règles de fonctionnement à une négociation d'entreprise. Il est nécessaire de conserver un socle minimal qui permette donc de garantir la représentation des salariés, quelle que soit l'entreprise, et c'est le sens de cet amendement. Merci. Amendement 98. Madame Emery Dumas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de rétablir les modalités de consultation du comité d'entreprise liées aux orientations stratégiques de l'entreprise afin d'en permettre un meilleur suivi. En effet, l'article L 2323-7-1 dispose que le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. La base de données mentionnée à l'article L 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives.
S'agissant des questions fondamentales relatives à l'orientation stratégique de l'entreprise, il est préférable, nous semble-t-il, de maintenir une obligation annuelle de consultation du comité d'entreprise, et ce d'autant que les informations nécessaires doivent être contenues dans la base de données et n'appellent donc pas de charges nouvelles pour la préparation de ces réunions. Merci, ma chère collègue. Amendement 318 par Madame la rapporteure. C'est un amendement de conséquence par rapport aux travaux de la Commission des affaires sociales. Ma chère collègue, amendement 234, qui le présente? Monsieur Vatrin? Madame David? 234. Il est défendu? Et il est défendu. Donc, je vais demander à Madame la rapporteure son avis sur ces amendements. Au nom de la Commission, le 233 d'abord. L'amendement 233 vise à supprimer la possibilité d'adapter par accord les modalités de consultation du comité d'entreprise. L'article 13 sur lequel sont déposés ces amendements est volontairement souple. Il définit 3 blocs de consultation et il est volontairement, je pense, muet sur l'ordre d'examen des blocs dans l'année, le nombre de réunions consacrées à chacun des blocs ou encore la liste précise. On est quand même dans un domaine où les IRP et l'entreprise doivent se mettre d'accord. On ne va pas aller dans la loi pour dire tel jour, pourquoi pas fixer la date et l'heure, pour dire qu'il faut que ça soit dans tel ordre et que l'on regarde tel point avant tel autre et de telle façon. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable. Sur 98. Le 234, excusez-moi. Sur le 98, il s'agit d'un amendement qui supprime une modification qui a été apportée en commission. Je ne peux donc y être... Enfin, j'y suis personnellement défavorable, mais la commission, à ce moment-là, a voté, elle, je dois le dire, un avis favorable contre ma proposition d'avis. 318, c'est le vôtre. Le 234. Le 234, c'est la possibilité pour un accord d'adapter la liste et le contenu des documents comptables et des informations sur la situation comparée des hommes et des femmes. Cet amendement comprend 2 volets. Le premier prévoit un plancher. L'accord mentionné à l'article L2323-7 peut adapter la liste et le contenu des informations récurrentes définies dans les 3 nouveaux blocs prévus par le projet de loi, mais à condition de ne pas remettre en cause la liste des informations légales et réglementaires. Ce volet me paraît satisfait, comme nous l'avions évoqué en commission. Le deuxième volet, par contre, pose plus de problèmes, car il pourrait aboutir paradoxalement à autoriser l'accord à adapter la liste et le contenu des informations récurrentes liées aux documents comptables de l'entreprise et des données sur la situation comparée des hommes et des femmes, alors que ces 2 sujets ne peuvent pas faire l'objet d'adaptation selon le projet de loi. Et là, c'est en particulier parce que vous avez utilisé le terme « notamment » que nous tentons de proscrire. En tout cas, j'ai vu proscrire depuis que je suis sénateur, qui peut susciter des effets pervers. En résumé, cet amendement, pour la première partie, me paraît satisfait et pourrait être contraire à votre intention pour la deuxième partie. Donc, je vous suggère le retrait, sinon avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur ces amendements? Je voudrais dire, et je le repréciserai peut-être pour d'autres articles, sur cet article 13, il y a 2 logiques. Et les amendements viennent des fois interférer sur telle logique ou telle logique. Il y a la logique du texte que je présente au nom du gouvernement, qui est, je l'ai dit, un texte d'équilibre après avoir consulté l'ensemble des partenaires sociaux,
qui tient compte de leur position. Et puis il y a un texte qui a sa propre logique, c'est celui de la Commission. Et donc nous avons de temps en temps des amendements qui modifient le texte de la Commission et de l'autre des amendements qui modifient le texte du gouvernement. Donc c'est assez difficile à suivre. Donc je vais les prendre un par un. Donc il y a l'amendement 233 qui est présenté par M. Vatrin ou le groupe communiste. Je redis, le projet de loi à cet instant introduit plus de souplesse dans la manière dont les entreprises peuvent adapter à leur situation spécifique l'information-consultation. Je redis, faisons confiance aux partenaires sociaux qui sont les mieux placés pour définir un cadre et des règles pertinentes. Et donc l'avis est défavorable. Je rejoins en cela, j'en doute pas, l'avis de la Commission. Ensuite, il y a un amendement du groupe socialiste déposé et défendu par Mme Emery Dumas. Et là, je suis favorable à cet amendement puisqu'il réintroduit le texte du gouvernement, le texte initial. Et en contradiction, j'essaie d'expliquer pour nos collègues, avec celui de la Commission à cet instant, ou en tous les cas de la rapporteure, parce que des fois, il y a celui de la rapporteure et celui de la Commission. Mais enfin, de la Commission en l'occurrence. Ensuite, il y a l'amendement de Madame la rapporteure. J'y suis défavorable pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, puisque c'est le texte de la Commission et pas celui du gouvernement. Et puis, à la fin, il y a le texte du groupe communiste. Et là, pour les mêmes raisons que la rapporteure, je suis défavorable. Voilà, parce qu'il y a l'expression notamment, mais pas pour les mêmes raisons. Mais enfin, j'ai le même avis en tous les cas. Merci. Défavorable qu'à celui des socialistes. Bien, donc nous allons mettre aux voix ces amendements. Amendement 233 avec 2 avis défavorables. Qui est pour cet amendement 233? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 98 avec 2 avis favorables de la Commission et du gouvernement, même si la rapporteure n'était pas d'accord. Qui est pour cet amendement 98 avec 2 avis favorables? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 318 avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement 318? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 234 avec 2 avis défavorables, si ce n'est une demande de retrait de la part de Madame la rapporteure. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 235 qui est présenté par Madame David. Merci, Monsieur le Président. La suppression du rapport de situation comparée a fait couler beaucoup d'encre, à juste titre. Nous proposons de le réintégrer, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce rapport de situation comparée est devenu un objet familier et que les négociateurs ont fini par s'approprier. De plus, ce rapport de situation comparée a l'avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation. En effet, cet outil comporte 2 parties bien distinctes, celle portant sur un diagnostic chiffré et son analyse, et celle portant sur le plan d'action à mettre en œuvre pour assurer l'égalité. Deuxième raison, cet article 13 est à rebours de l'esprit de la loi pour l'égalité réelle, adoptée il y a à peine 1 an, et qui avait renforcé les données et visait à en améliorer le recueil. Or, l'article 13 va, en l'état, conduire à une dispersion des données sur cette question. De plus, ce socle législatif minimal que constituait le RSC est doublement mis à mal par une autre disposition de cet article 13 qui prévoit à l'alinéa 89 qu'un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues
au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Enfin, il est important de souligner que ce texte introduit aussi une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît alors qu'il est pourtant essentiel pour tendre vers une égalité professionnelle réelle. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter notre amendement. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Madame David, vous avez supprimé la référence au support papier que vous aviez évoqué pendant la commission, puisque vous réintroduisiez le rapport sous forme papier sur lesquels nous étions défavorables. Cet amendement, je pense, maintient une situation existante et à l'encontre de la philosophie de la base de données unique qui a été créée par la loi de sécurisation de l'emploi. Je vous rappelle, elle n'a pas 2 ans, cette loi, et elle vise à en mettre à disposition des représentants du personnel un site intranet avec l'ensemble des données économiques et sociales de l'entreprise. Je ne crois pas qu'il faille modifier un texte qui commence tout juste à s'appliquer. Et je pense qu'il y a eu, d'après ce que j'ai entendu dans les débats, en tout cas, une incompréhension et que tout ce qui concerne l'égalité homme-femme sera peut-être même, on le trouvera plus facilement dans la base de données unique et sur intranet qu'on ne le trouvait auparavant dans un document papier qui existait une fois de temps en temps. Donc avis défavorable. Gouvernement, monsieur le ministre. Oui, je partage l'analyse, Madame David, qui a été faite par Madame la rapporteure. Les éléments de diagnostic et d'analyse sont regroupés. D'ailleurs, vous avez vu l'intégralité de l'alinéa 26, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, 2 points, diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaire, déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification, de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise. Tout y est. Tout y est. D'ailleurs, tout était déjà dans l'ANI. Et l'ANI de 2013 regroupait l'ensemble dans la base de données unique, ce qui permettait d'avoir une vision plus globale. Et donc, il ne s'agit pas, là, de laisser penser qu'il y a un recul. Les partenaires sociaux en avaient tenu compte dès 2013 dans l'ANI. Ça a été regroupé, c'est regroupé dans la base de données unique. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, y compris le maintien, on le verra plus tard, de la pénalité financière si nécessaire. Et donc, est-ce qu'il faut un rapport papier? C'est le fond de la question, puisque tout le reste y est. C'est pas nécessaire s'il fallait toujours des rapports papier. C'est pas du tout péjoratif par rapport à votre question, mais je suis opposé donc pour cela. Donc c'est défavorable parce que la forme de ce rapport, je dis bien la forme, a été supprimée par la loi, mais pas le fond. Le fond y est, les éléments d'items, tous les items y sont, les 9 items y sont. Et donc, je ne veux pas qu'on laisse penser que dans ce texte, il y a un recul par rapport à l'égalité femmes-hommes que porte ce gouvernement. Je pense plus largement, d'ailleurs, l'ensemble des parlementaires, ou alors je ne m'y reconnaîtrai pas. Avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Madame David, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, un rapport sous format électronique nous convient tout à fait et là n'est en réalité pas le problème, Monsieur le Ministre. Parce que, alors, puisque vous nous dites que vous ne voulez rien, en tout cas rien enlever au rapport de situation comparée tel qu'il existait précédemment, pourquoi l'avoir modifié ? Pourquoi l'avoir changé d'emplacement? Pourquoi l'avoir déconnecté des négociations qui découlaient de ce rapport de situation comparée et qui permettaient dans les entreprises, si vous voulez bien m'écouter, Monsieur le Ministre, sur ce rapport de situation comparée électronique
qui ne nous pose absolument aucun problème et pour lequel on peut tout à fait apporter les précisions si cela peut convenir en séance. Donc nous sommes favorables à ce rapport électronique. Pourquoi alors l'avoir changé d'emplacement? Pourquoi alors l'avoir modifié? Et pourquoi l'avoir déconnecté des négociations qui découlaient de ce rapport de situation comparée préalable? Donc voilà, Monsieur le Ministre, depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous n'enlevez rien, vous ne voulez pas modifier les choses, vous voulez simplement les simplifier, mais sans en enlever aucun droit. Bon, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous fais remarquer qu'en réalité, chacune de ces simplifications se traduit par des possibilités en moins pour les salariés dans l'entreprise de se faire entendre. Et là, pour la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, que ce soit évolution de carrière, que ce soit salariale, que ce soit formation, que ce soit temps de travail, et on sait tous ici que le temps partiel imposé incombe la plupart du temps aux femmes. C'est aussi un autre des chevals de bataille de mon groupe. Je me demande bien pourquoi vous avez souhaité faire tous ces changements et surtout pourquoi vous avez dû revenir en arrière sur ce que vous aviez proposé, parce que heureusement que des associations nous ont alertés et nous ont démontré la dangerosité et la nocivité de ce que vous proposiez dans votre texte initial pour pouvoir le modifier au passage à l'Assemblée nationale. Donc, Monsieur le Ministre, vous nous dites plein de belles choses, mais en réalité, ce qui est dans votre texte n'est pas si progressiste et en tout cas n'est pas si porteur de droits nouveaux pour les salariés dans l'entreprise. Voilà pour les débats des sénateurs d'aujourd'hui sur la réforme du dialogue social. Un texte examiné en première lecture par le Sénat depuis lundi. Les discussions devraient se poursuivre jusqu'à au moins jeudi, voire vendredi. Il y aura ensuite un vote solennel mardi 30 juin prochain. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, le journal. Tout de suite à 18h, c'est le débat du second tour pour l'élection du bâtonnier de Paris, présenté par Perrine Tarnot. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.